Bonjour, je vais lire aujourd'hui quelques pages du début des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Je vais en effet profiter de l'été pour relire pour la troisième ou quatrième fois ces mémoires. C'est un livre qui m'a toujours plu, et notamment, évidemment, pour le style absolument magnifique de Chateaubriand. Je lis ces mémoires dans une édition des éditions Rencontres, qui date des années 70, et qui sont précédées d'une très longue et très intéressante préface par Henri Guillemin. Henri Guillemin est un historien, un critique littéraire qui a été très connu, qui a beaucoup écrit et beaucoup fait de conférences, mais qui aujourd'hui s'est oublié. Sa très longue préface des Mémoires d'outre-tombe est consacrée d'une certaine manière à rechercher dans le texte les mensonges, les oublis, les embellissements, la façon dont Chateaubriand se donne quelquefois le beau rôle, en exagérant un peu. Alors j'ai toujours pensé que cela pouvait intéresser les érudits qui recherchent le détail de la vérité historique, si difficile à connaître, mais que, dans le fond, cela n'avait pas grand intérêt, car les Mémoires d'outre-tombe, qui sont le récit par Chateaubriand de toute sa vie, depuis sa jeunesse, son enfance, jusqu'à sa vieillesse, sont une œuvre littéraire avant tout, et que les choses soient tout à fait exactes, un peu moins exactes, n'a strictement aucune importance. C'est la façon dont il raconte cette vie, les leçons qu'il tire de l'histoire et de sa vie, qui sont extrêmement intéressantes. Car Chateaubriand, il ne faut jamais l'oublier, et il est souvent décrit ainsi, est l'homme de deux mondes. Il est né aristocrate, et une partie de sa jeunesse se passe sous l'Ancien Régime, avant la Révolution. Puis il connaît la Révolution et ses excès, puisque beaucoup de gens de sa famille ont été exécutés. Et enfin, il connaît la suite, l'Empire, et tout au-delà. Et ce qui est admirable chez cet homme, c'est qu'il regarde cette histoire sans ressentiment, et qu'il n'exprime guère de regret de l'ancien monde. Il voit avec intérêt intellectuel l'avènement de ce nouveau monde. Il n'en oublie pas les excès, et notamment ceux de Napoléon, car ses rapports avec Napoléon ont été très particuliers, et je viens de commander un livre de M. Fumaroli, ce critique, ce professeur qui vient de décéder et qui a écrit un ouvrage consacré justement au rapport de Chateaubriand avec Napoléon, et qui est sans doute très intéressant. Donc, voilà des mémoires passionnants, dont j'ai d'ailleurs publié dans des vidéos qui sont sur ma chaîne déjà quelques extraits, et notamment celui, je m'en souviens, consacré à la mort du duc d'Enghien. Là, je vais lire les quelques pages du début, et j'espère que la façon dont Chateaubriand décrit ses mémoires incitera les auditeurs à se lancer dans la lecture de ce gros ouvrage qui est tout à fait passionnant. Alors, voilà l'avant-propos. Il est écrit à Paris en avril 1846. Et voilà ce que Chateaubriand écrit.
Comme il m'est impossible de prévoir le moment de ma fin, comme à mon âge, les jours accordés à l'homme ne sont que des jours de grâce, ou plutôt de rigueur, je vais m'expliquer. Le 4 septembre prochain, j'aurai atteint ma 78e année. Il est bien temps que je quitte un monde qui me quitte et que je ne regrette pas. Les mémoires à la tête desquelles on lira cet avant-propos suivent dans leur division les divisions naturelles de mes carrières. La triste nécessité qui m'a toujours tenu le pied sur la gorge m'a forcé de vendre mes mémoires. Personne ne peut savoir ce que j'ai souffert d'avoir été obligé d'hypothéquer ma tombe, mais je devais ce dernier sacrifice à mes serments et à l'unité de ma conduite. Par un attachement peut-être pusillanime, je regardais ces mémoires comme des confidents dont je n'aurais pas voulu me séparer. Mon dessein était de les laisser à madame de Chateaubriand. Elle les eût fait connaître à sa volonté ou les aurait supprimés, ce que je désirerais plus que jamais aujourd'hui. Ah, si avant de quitter cette terre j'avais pu trouver quelqu'un d'assez riche, d'assez confiant pour racheter les actions de la société, et n'étant pas comme cette société dans la nécessité de mettre l'ouvrage sous presse, sitôt que sonnera mon glas. Quelques-uns de mes actionnaires sont mes amis. Plusieurs sont des personnes obligeantes qui ont cherché à m'être utiles. Mais enfin, les actions en seront peut-être vendues. Elles auront été transmises à des tiers que je ne connais pas, et dont les affaires de famille doivent passer en première ligne. À ceci, il est naturel que mes jours, en se prolongeant, deviennent, sinon une importunité, du moins un dommage. Enfin, si j'étais encore maître de ces mémoires, ou je les garderais en manuscrit, ou j'en retarderais l'apparition de 50 années. Ces mémoires ont été composées à différentes dates et en différents pays. De là, des prologues obligés qui peignent les lieux que j'avais sous les yeux, les sentiments qui m'occupaient au moment où se renouait le fil de ma narration. Les formes changeantes de ma vie sont ainsi entrées les unes dans les autres. Il m'est arrivé que, dans mes instants de prospérité, j'ai eu à parler de mes temps de misère, dans mes jours de tribulation à retracer mes jours de bonheur. Ma jeunesse pénétrant dans ma vieillesse, la gravité de mes années d'expérience attristant mes années légères, les rayons de mon soleil depuis son aurore jusqu'à son couchant, se croisant et se confondant, ont produit dans mes récits une sorte de confusion, ou si l'on veut, une sorte d'unité indéfinissable. Mon berceau a de ma tombe a de mon berceau. Mes souffrances deviennent des plaisirs, mes plaisirs des douleurs, et je ne sais plus, en achevant de lire ces mémoires, s'ils sont d'une tête brune ou chenue. J'ignore si ce mélange auquel je ne puis apporter remède plaira ou déplaira. Il est le fruit des inconstances de mon tout. Les tempêtes ne m'ont laissé souvent de table pour écrire que l'écueil de mon naufrage. On m'a pressé de faire paraître de mon vivant quelques morceaux de ces mémoires. Je préfère parler du fond de mon cercueil.
Ma narration sera alors accompagnée de ces voix qui ont quelque chose de sacré, parce qu'elles sortent du sépulcre. Si j'ai assez souffert en ce monde pour être dans l'autre une ombre heureuse, un rayon échappé des Champs-Élysées répandra sur mes derniers tableaux une lumière protectrice. La vie me sied mal, la mort m'ira peut-être mieux. Ces mémoires ont été l'objet de ma prédilection. Saint Bonaventure obtint du ciel la permission de continuer les siens après sa mort. Je n'espère pas une telle faveur, mais je désirerais ressusciter à l'heure des fantômes pour corriger au moins les épreuves. Au surplus, quand l'éternité m'aura de ses deux mains bouché les oreilles dans la poudreuse famille des sourds, je n'entendrai plus personne. Si telle partie de ce travail m'a plus attaché que telle autre, c'est ce qui regarde ma jeunesse, le coin le plus ignoré de ma vie. Là, j'ai eu à réveiller un monde qui n'était connu que de moi. Je n'ai rencontré, en errant dans cette société évanouie, que des souvenirs et le silence. De toutes les personnes que j'ai connues, combien en existe-t-il aujourd'hui? Les habitants de Saint-Malo s'adressèrent à moi le 25 août 1828 par l'entremise de leur maire au sujet d'un bassin à flot qu'ils désiraient établir. Je m'empressai de répondre, sollicitant, en échange de bienveillance, une concession de quelques pieds de terre pour mon tombeau sur le Grand B. Cela souffrit des difficultés à cause de l'opposition du génie militaire. Je reçus enfin le 27 octobre 1831 une lettre du maire, M. Ovius. Il me disait: « Le lieu de repos que vous désirez au bord de la mer, à quelques pas de votre berceau, sera préparé par la piété filiale des Malouins. Une pensée triste se mêle pourtant à ce soin. Ah, puisse le monument rester longtemps vide, mais l'honneur et la gloire survivent à tout ce qui se passe sur la terre. » Je cite avec reconnaissance ces belles paroles de M. Ovius. Il n'y a de trop que le mot gloire. Je reposerai donc au bord de la mer que j'ai tant aimée. Si je décède hors de France, je souhaite que mon corps ne soit rapporté dans ma patrie qu'après 50 ans révolus d'une première inhumation. Qu'on sauve mes restes d'une sacrilège autopsie. Qu'on s'épargne le soin de chercher dans mon cerveau glacé et dans mon cœur éteint le mystère de mon être. La mort ne révèle point les secrets de la vie. Un cadavre courant la poste me fait horreur. Des os blanchis et légers se transportent facilement. Ils seront moins fatigués dans ce dernier voyage que quand je les traînais, çà et là, chargés de mes ennuis.